Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc après vous avoir présenté le top 4 des prospects offensifs, on va vous présenter aujourd'hui donc le top 4 des prospects défensifs. Vous l'avez bien compris, on reste du coup sur le même format qu'on a fait lors de la précédente vidéo. Donc on va chacun notre tour vous présenter notre top 4 au niveau de chaque poste défensif. Et ensuite, on essaiera de débattre un peu ensemble pour vous ressortir du coup un top 4, top 5 pour la draft, ce qui permettra du coup de pouvoir parler d'un peu les meilleurs joueurs à chaque poste et de pouvoir débattre à ce niveau-là. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais vous présenter mes deux amis qui sont toujours présents avec moi. Le premier, c'est mon ami Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous, moi ça va super. Prêt à terminer cette petite pré-draft. Exactement. Et donc le second, c'est mon ami Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Eh bien, très bien. Et puis, ravi de parler de la défense, un des sujets qui me plaît particulièrement au football américain. Exact. On sait en plus que c'est la partie du terrain où les joueurs sont un peu moins suivis. Souvent, on aime bien évidemment regarder les joueurs d'attaque. Donc, c'est intéressant de faire cette vidéo pour vous présenter quelques joueurs de défense. On sait que la défense, c'est quelque chose de très, très important, que ce soit au college football ou en NFL. Là, on en parle dans la transition. Donc, on va vous parler de ceux qui vont sauter le pas et arriver en NFL la saison prochaine. Pour commencer, on va rentrer directement avec les plus lourds sur le terrain, donc les D-line, plus précisément du coup les defensive tackles. Du coup, je vais vous laisser la parole directement. On va commencer par toi, Bertrand, si tu peux nous citer ton top 4. Eh bien, mon top 4, du coup, on commence alors tout ce qui est D-line. Donc, moi, mon premier choix, c'est Peter Woods de Clemson, qui a fait une grosse saison, malgré un poids un peu léger par rapport au reste de ses compères. En deuxième, j'ai mis Kristen Miller de Georgia, avec le tampon SEC dont on a parlé dans la précédente vidéo, qui était quand même assez important. Mon troisième choix, c'est Caden McDonald d'Ohio State, qui a fait aussi une belle saison. Et puis peut-être là où on sera peut-être pas tout à fait d'accord, mais on verra bien. Mon quatrième choix pour moi, c'est Caleb Banks de Florida, donc des Gators. Pareil, qui a fait, même si l'équipe n'a pas fait une énorme saison, en tout cas pas celle qui était attendue, mais c'était surtout un problème d'attaque à mon sens. Lui a fait une saison assez impressionnante, et puis il a un process là, pré-draft qui a été assez important. Et alors c'est un peu mon underdog et j'avais envie un peu de le mettre en avant. Voilà. Très bien. Vas-y pour toi, Rosu, tu peux y aller pour ton top 4. Ouais, moi j'ai mis Caden McDonald d'Ohio State en numéro 1. Pourquoi je l'ai mis en numéro 1? Parce que justement il est super jeune. Il est super jeune, il a fait une très grosse saison avec Ohio State. Donc voilà, je l'ai pris lui. Beau bébé aussi, celui-là. En numéro 2, j'ai mis Peter Woods. Peter Woods, que j'ai beaucoup vu en numéro 1 à ce poste. Je l'ai mis en numéro 2, moi, parce que justement, je trouve qu'il a pas fait une aussi bonne saison que la précédente, du fait justement de sa perte de poids, peut-être, qui fait qu'il est un peu moins dominant qu'avant sur ça. Donc peut-être qu'il voulait être un peu plus de versatilité, mais je trouve que ça n'a pas été forcément en sa faveur. Donc voilà, je l'ai mis en numéro 2. En 3, j'ai mis Caleb Banks de Florida. Et en 4, Kristen Miller de Georgia. Donc on a les mêmes mêmes noms, dans on le a les désordre. On va avoir quelques noms en commun, mais où il y aura quelques petites différences. Donc en numéro 1, j'ai également mis Caden McDonald d'Ohio State. Comme tu l'as dit, très jeune, c'est un junior. Cette saison, il a fait 31 plaquages solo pour 3 sacs et 0 interception, évidemment. En numéro 2, moi par contre, j'ai mis... Attendez, je me suis trompé. Ouais, j'ai un peu changé justement, je ne vous ai pas parlé, c'est Lee Tucker, le defensive tackle de Texas Tech,
J'ai beaucoup aimé cette saison et j'ai beaucoup aimé à contre-cœur la D-line de Texas Tech qui a été très impressionnante cette saison. Il finit à 16 plaquages solo pour 2,5 sacs. Mon numéro 3, c'est Peter Wood, que vous avez également évoqué de Clemson. Et en numéro 4, donc j'ai mis également Caleb Banks, qui me semble, il était blessé cette saison. Il a joué 2 matchs, je crois. Tennessee et Florida. Et Florida State, ouais. C'est ça. Voilà, donc on est. Je vais vous suivre. Je pense qu'on peut mettre Kendon McDonald en 1. En 2, du coup, on met Peter Wood. Vous l'avez en 2 tous les deux, il me semble. Moi, je l'ai en 3. En 3, du coup, est-ce qu'on met Caleb Banks en 3? Vous l'avez en quoi, vous, Caleb Banks? Moi, je l'ai mis en 3. Mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué cette année, donc ça a son désavantage. Il avait joué les 2 saisons précédentes. Et puis, lui, par contre, il est grand, 6'6", 330. Donc, c'est un belle masse. Il est costaud. Et donc, du coup, je pense que pour lui... Mange bien à la cantine, lui. C'est clair. Floride de bien manger. Je pense que lui, la 4e place est très bien pour lui. Et au niveau de la 3, du coup, je vais vous suivre parce que vous l'avez tous les deux mis Christian Miller de Georgia. Du coup, en 3, Caleb Banks en 4. Et puis, je mettrai, du coup, Lee Hunter en 5. En 5, oui. Voilà, que j'ai vraiment aimé sa saison et du coup j'avais envie de le récompenser pour ça. Ouais, pas de scandale en tout cas. Non. On est bon pour ça. Comme d'habitude, du coup, je vais vous parler un peu des équipes qui ont besoin au niveau de ce poste-là, qui est une nouvelle fois un poste assez important en NFL. Donc on a les Panthers, les Ravens, les Bears, les Bengals, les Packers, les Texans, les Chiefs, les Chargers, évidemment, ils ont un peu de D-line, et les Saints. Ça te va pour toi, les Saints, un petit D-line en plus dans l'effectif? Ouais, je prends. Oui, on va pas cracher dessus, je pense. Non. On a beaucoup, on peut pas trop cracher dessus. Donc, non. Mais certainement pas tackle. Ça, c'est sûr. Nous, à Dallas, perso, on a bien recruté sur la D-line, là, donc je pense qu'on va pas avoir trop de besoin à ce niveau-là. On verra ce que ça va donner. Top. Écoutez, on va pouvoir passer directement au poste de head rusher pour ce top 4. Vas-y, du coup, Rosu, tu peux nous annoncer ton top 4. Ouais, moi, je vais commencer avec un petit astérix. Pourquoi? Parce qu'on a edge rusher et linebacker. Avec tous les 3-4 et tout ça, les différents tactiques de base des équipes. Il y en a qui sont mis D-end, d'autres qui sont mis linebacker. Donc, j'ai un peu triché pour en mettre certains en linebacker que j'aurais pu mettre en edge. Vu qu'il y avait beaucoup de monde en edge et un peu moins en linebacker. Donc voilà, petit disclaimer avant de commencer. C'est parce que c'est important de différencier quand même entre les linebackers extérieurs et les middle linebackers. Les linebackers extérieurs, la plupart du temps, ils jouent aussi edge et inversement. Donc c'est compréhensible ce que tu as fait. On t'en veut pas pour ça. Donc pour les edge, donc defensive end, j'ai mis en 1 Ruben Bain de Miami. Même s'il a des petits bras ou quoi que ce soit, il a du chocolat. Donc moi, je le mets en 1. Numéro 2, David Bailey de Texas Tech, qui avait été brillamment recruté par Texas Tech à grand coup de dollars. Mais bon, ça valait le coup. En 3e, j'ai mis Keldrick Faulk de Auburn. Donc lui aussi, il a les 2 petites qualités que j'aime bien, jeune et SEC. SEC, c'est une qualité. Et voilà, et surtout qu'apparemment, son process pré-draft a été très, très bon et il n'a pas du tout de red flag ou quoi que ce soit. Donc ça a l'air d'être un prospect avec pas mal d'avenir. Donc je l'ai mis en 3. Et en 4e, là, ça devenait aussi un petit peu un peu plus difficile de trancher, mais j'ai mis Zion Young de Mizzou. Ok. Vas-y, du coup, pour toi, Bertrand, on va écouter ton top 4. On va. Alors, les 2 premiers, c'est les mêmes. Donc, Ruben Bain Jr., donc, de Miami, qui
qui est costaud, effectivement, malgré ses bras un peu petits. Enfin, en tout cas, c'est ce que tout le monde dit. C'est la légende. Voilà, c'est la légende. Après, quand un bras est lancé, quand tu fais 180 kilos, il y a un moment, si ton bras il fait 2 cm de moins, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Mais bon, ça, c'est des considérations de scout NFL qui sont parfois un peu hors sol, à mon sens. En deuxième, pareil que Rosu, hein, je suis sur David Bailey de Texas Tech, voilà, qui a fait une grosse saison. En 3, ça change un petit peu. J'ai remis un autre pensionnaire de Miami qui est Hakim Mesidor, qui, pareil, voilà, a fait une carrière universitaire assez impressionnante. Et puis, pour mon poste 4, j'ai hésité beaucoup aussi entre Keldrick Falk de Auburn et puis Zion Young. Mais j'ai finalement décidé de mettre Kendrick Falk, qui a fait une saison, à mon sens, un chouïa au-dessus de Zion Young. Mais j'ai hésité longtemps. Mais voilà, le côté. Ouais. Il est plus jeune, et puis voilà, le côté ici, quand même, qui est prédominant, je pense, notamment sur Miso, ils sont là, c'est aussi. Oui, mais pas au même niveau, quoi. On n'est pas au même niveau, quoi. Voilà, on est sur autre chose, quoi. On est sur autre chose. Mais écoute, je suis d'accord avec toi pour les 3 premiers. Pas dans le même ordre, par contre, parce que pour moi, j'ai mis David Bailey en 1. Pour moi, c'est celui qui fait la meilleure saison, c'est le meilleur prospect. Il y a 32 plaquages et 14,5 sacs la saison dernière. En numéro 2, du coup, j'ai mis Ben Junior, donc lui qui a 30 plaquages solo pour 9,5 sacs et une interception. En numéro 3, donc, j'ai mis son compère de Miami, Kim Mesidor, qui a 38 tacles solo et 12,5 sacs. C'est énorme aussi. Et par contre, en numéro 4, c'est là où j'ai une petite différence. À contre-cœur, encore une nouvelle fois, un joueur que j'ai bien aimé cette saison, c'est Cassius Howell de Texas A&M, qui finit avec 20 plaquages solo et 11,5 sacs. Donc encore un qui dépasse les 10 sacs de moyenne, les 10 sacs cette saison. Du coup, je pense qu'on est d'accord sur les 3 premiers. Bon, je vais vous laisser Ben Junior en 1, Bailey en 2. Mesidor, ça te va pour toi, Rosu en 3? Moi, ça me va moyen, Mesidor, pour plusieurs raisons. Ouais. De une, je pense que son taf a été beaucoup facilité par le fait qu'il ait Ruben Bain de l'autre côté. Ouais, c'est vrai que ça joue, mais bon. Donc ça peut être pas en sa faveur. Et deuxièmement, il est beaucoup plus vieux que les autres. Donc voilà, pour moi, il n'y est pas. Aussi. Bon. Okay. Je me range à la vie pour générale, mais pour le reste, raison. Moi, par contre, il y a juste Keldrick Falk, que je suis pas hyper fan de sa saison. Je ne l'ai pas trouvé hyper impactant, justement, par rapport à OL. Je pense que la D-line de Texas A&M était quand même très très costaud et en grande partie grâce à lui. Pour le reste, Zion Young aussi, je suis pas contre. Donc en 3, vous verrez qui? Notre ami Falk. Oui, je partirais plus sur Falk, du coup. Falk? Bon, allez, on met Falk en 3, mais je suis pas hyper fan. Et donc, du coup, en 4, il reste Mesidor, Howell ou Young. Toi, tu partirais plutôt Howell, à la limite. Ouais. Pour te laisser récompenser d'avoir laissé Après, voilà, on sait que c'est un poste quand même statistiquement, c'est important. Si jamais on enlève Mesidor, comme tu dis, parce qu'il a quand même bénéficié d'avoir un gros joueur de l'autre côté, Zion Young, c'est 20 plaquages solo, 6,5 sacs, c'est correct. Howell, c'est 20 plaquages également, mais 11,5 sacs. Keldrick Falk, c'est 2 sacs la saison dernière. Statistiquement, un poste pour mettre de edge rusher. Pas la même équipe, beaucoup plus jeune. Mais... Ouais, aussi. Après, Auburn, Missou, c'est comparable. Ouais. Il y a quand même des plus belles stats, Young, par exemple. Ouais. Parce que vous m'avez dit Falk en 3, c'est pour ça que j'essaie de le détruire un peu. Quoi, mais... on te laisse mettre le tien en 4. Ouais, allez, on peut faire des concessions. On met sur l'upside avec je voulais pas mettre Falk, je voulais laisser en 3 quand même. Mais bon, alors on met Falk en 3 et donc du coup Howell en 4 et vous l'avez compris, du coup il y a du Mesidor, du Young qui arrive derrière. Au niveau des besoins du coup, donc on a les Bills, les Lions, les Jaguars, les Patriots.
les Eagles pour renforcer leur D-line, les 49ers, les Bucks et les Commanders. On va passer donc au poste de linebacker. Donc vas-y Bertrand, je vais te laisser nous parler des linebackers. Eh bien, on va commencer avec une petite doublette de mon côté. En premier, Harvell Reese de Ohio State, suivi de son compère Sonny Styles de Ohio State aussi. Voilà, qui sont des gabarits assez costauds. Ça a été impressionnant sur la carrière universitaire. Voilà, je pense que c'est deux niveaux impressionnants. En 3, c'est peut-être là où je suis un peu chauvin, mais en même temps, pour l'avoir suivi depuis quelques années maintenant, j'ai mis Anthony Hill Jr., donc de Texas, voilà, qui a fait une carrière universitaire qui est montée crescendo avec une dernière saison impressionnant. Enfin voilà, c'était le patron de la défense. Il a fait des gros matchs. Il a sorti les matchs qu'il fallait quand il fallait. Voilà, voilà, je pense qu'en tout cas, il sera capable de transformer l'essai et puis d'aller chercher des rotations en NFL, voire de s'imposer assez rapidement. Et le quatrième, j'ai choisi CJ Allen de Georgia. Voilà, hein, parce que c'est costaud aussi. C'est défense de Georgia, ça a toujours produit des linebackers très, très costauds qui sont allés en NFL et qui ont fait pas mal de choses, qui ont montré de belles choses. Et puis toujours avec ce cachet ACC qui reste quand même important, notamment sur les défenses, je trouve, qui correspondent beaucoup au profil de défense de NFL. Tout à fait d'accord. Mais je vais me permettre du coup de donner mon top 4 directement parce qu'en fait, j'ai exactement le même top 4. Du coup, j'ai mis Reese et Style, les deux premiers de Ohio State, qui en plus pour moi seront tous les deux premiers tours. Même Reese qui risque d'être peut-être même top 5. Sonny Style serait peut-être plus dans les 10-15. Je pense même qu'il y aura des chances pour qu'il soit sélectionné aux Cowboys. Je crois avec ils ont 2 choix, avec le 12e choix, il y a des chances de pouvoir le prendre. Mais bon, enfin, ça, on verra. Pour rappeler un peu leurs stats, du coup, donc le premier, c'est 34 plaquages solo et 6,5 sacs. Et le second, du coup, c'est 46 plaquages pour un sac et une interception. Mon numéro 3, c'est également Anthony Hill Jr. Comme toi, j'ai eu la chance de le suivre toute la saison. C'était impressionnant comment il gérait la défense. Il finit à 38 plaquages solo, 4 sacs et 2 interceptions. Et mon numéro 4, j'hésitais un peu avec aussi Jacob Rodriguez de Texas Tech, mais j'ai choisi CJ Allen qui finit avec 47 plaquages solo pour 3,5 sacs. Du coup, Rosu, est-ce que tu nous suis ou alors rien à voir? Il y en a un qui est déjà à la trappe, c'est sûr. Non, je me dis que j'ai merdé un peu parce que j'ai presque comme vous. Non, j'ai mis nos deux compères de Ohio State en premier. Après, j'ai mis Anthony Hill Jr. de Texas en 3. Et en 5, j'ai fait un peu différemment. Ouais, en 4, pardon, j'ai fait un peu différemment. J'ai été rechercher Harold Perkins de LSU. Parce que je pense qu'il a été un peu, voilà, pas forcément, il ne savait pas trop où le foutre à LSU. Mais je pense que voilà, il a toutes les qualités physiques, etc. pour être bon à NFL. Donc, il faut qu'il tombe dans quelque chose qui lui va bien. Mais bon, je pense que voilà, il a les qualités pour. Donc, moi, je ne serais pas surpris qu'il soit drafté quand même. Pas trop mal, malgré 2 saisons qui ont été un peu moins brillantes que quand il est arrivé au début, où c'était vraiment un peu la star en devenir. Quand il est arrivé en freshman, moi, je me souviens de son année d'arrivée en freshman où effectivement on ne parlait que de lui en défense. Ouais. Et on lui prévoyait un avenir assez fou. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un côté un peu montagne russe, mais la descente, où après je ne sais pas si avec les changements, enfin LSU, l'état du coaching, ça n'a pas dû aider à ce qu'il se développe vraiment complètement. Et c'est vrai que c'est une note take. Hein. Et puis il y a Whitwix aussi qui a fait une super saison. Aussi, ouais. Donc
Donc, ouais, voilà. Mais sinon, Jacob Rodriguez aussi, je trouvais un peu dommage de le laisser de côté, avec sa jolie moustache. Donc, C'est la bon, on verra. difficulté à faire des top 4 où on a Ouais, l'impression de ouais. laisser des bons joueurs un peu sur le côté. Parce que c'est vrai, enfin, la classe des linebackers cette année aussi est, je Ouais, trouve, bien. Très assez costaud. costaud, hein, vraiment Ouais. assez costaud. Ce qui est bien, c'est qu'on est déjà d'accord sur les 3 premiers. Je pense que les 3 premiers, il n'y a pas photo. C'est quand Bah, même moi, j'ai pas mis une CJ très grosse Allen, classe. mais ouais, si vous voulez Voilà. le Et mettre. le quatrième, du coup, il y aura soit, donc, pour citer les noms, il y a CJ Allen ou Harold Perkins Jr. Du coup, lui, on n'a pas cité donc, mais c'est ça, mais il y a 26 plaquages solo, 4 sacs et 3 interceptions. Très complet. Et Jacob Rodriguez, qui fait quand même une très très grosse saison, parce qu'il y a 63 plaquages solo. Donc, il y en a attrapé du monde pour 1 sac et 4 interceptions. Qui a également des stats très très propres et qui mérite sa place là. Les 4, 5, 6, là, c'est assez serré, je pense, entre CJ Allen, Jacob Rodriguez et Harold Perkins Jr. En tout cas, voilà, à peu près les joueurs qui ressortent. Pourtant, Au il est jeune niveau. aussi. Il a que 21 ans, je suis surpris. Ouais, Hein, que 20. ouais, Ah pour ouais, le coup, ouais, mais il y a pour une le tête coup, de vieux un peu. il a les qualités. Hein. Pour le coup, Mais il il a a les une tête de qualités. daron, effectivement. Mais donc, du coup, au niveau des besoins pour les linebackers, donc également, donc, j'ai cité les Cowboys. Je pense qu'ils vont aller sûrement choisir avec leur premier choix un linebacker. On a les Bears, les Bills, les Panthers, les Broncos, les Colts, les Patriots, les Jets et les Seahawks. Ouais, les Saints aussi, un peu, parce qu'ils ont perdu Demario Davis, qui était tout vieux. Ouais, Mais très ouais, bien. j'avoue, s'il chope un Sonny Styles 108, j'avoue, je suis content. Là. Bah, Il va y avoir un achat de maillot au nom de Sonny Styles. Ah bah ouais, c'est sûr. Lui, dans tous les cas, il va faire du bien directement quand il arrive. Hein, parce que je pense que Harvey, Reese, à mon avis, lui, il va partir. Je pense qu'il passe pas les top 5. Hein. Bon, on verra. Ça, c'est une autre discussion. Voilà, donc le troisième poste qu'on a fait, on va passer donc du coup sur l'arrière-garde, en commençant par les cornerbacks. Et donc du coup, on va commencer par toi. Du coup, Rosu, si tu peux nous citer ton top 4. Mon top 4 en corner, premier, j'ai mis Mansour Delane de LSU, que j'ai eu la malchance de voir en vrai, qui nous a bouffé, qui a bouffé nos petits de South Carolina. Donc voilà, en plus, il a fait un très bon process de draft, pas forcément le plus jeune de la classe, mais bon, pour le coup, je pense que lui, il est pas mal. Je le verrai bien aussi aux Saints, je le prends tous les jours. En deuxième, j'ai mis Avion Terrell de Clemson, qui lui aussi nous a fait chier, donc je le mets. Puis voilà, il a l'air d'être quand même assez bien référencé, un peu petit peut-être, mais bon, très smooth. Donc voilà, intéressant. En troisième, je me suis un peu rangé là, vite de ce que j'ai vu à droite à gauche. J'ai pris Jermon McCoy de Tennessee. Pourquoi ça me dérange quand même un peu? Parce que donc cette saison, il n'a pas joué parce qu'il s'est fait un ligament en janvier dernier. Et là, pour moi, voilà, il a pas couru le 40 là. Donc, je pense que si c'était moi le general manager, pour l'instant, il serait mis out à cause de ça. Mais bon, je le mets voilà, pour nos auditeurs, essayer d'être complet. Mais voilà, il y a quand même des doutes sur lui. C'est pendant très jeune. Et puis bon, il n'a pas. Voilà, il a fait 2 très très bonnes saisons en tout cas quand il a commencé. Et en quatrième, je vais mettre Brandon Cissé de South Carolina. Parce qu'il est de South Carolina. Et qu'il est pas mal du tout. Évidemment. Non, en plus, Donc, il est assez, ouais, il est assez il est bien athlétique et coté tout aussi. ça. Hein. Donc, ouais. Mm. Bah, lui aussi, c'est un underclassman. Hein. Il aurait pu rester une saison de plus, mais bon. Ouais. Ce sera le bon choix pour On lui. comprend On son verra choix. bien. Voilà. Mm. Et donc, vas-y, À Bertrand. moins qu'il se retrouve aux Browns. Rigole pas. Voilà. Ce serait drôle si il nous Browns. Bon, ben, moi, mon top 4, pas beaucoup de surprises sur les 2 premiers, parce que, voilà, comme l'a dit Rosu, hein, LSU, enfin, le Mansour Delane de LSU, voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de discussion. Avion Terrell de Clemson aussi. Alors, sur le 3, j'ai beaucoup hésité aussi à mettre Jermon McCoy, parce qu'effectivement, il a montré pas mal de choses. La blessure, le fait qu'il n'ait pas couru le 40, enfin,
Voilà, pour les scouts NFL, du coup, je pense que c'est un peu compliqué. Alors, du coup, voilà, moi, je l'ai mis en 5 parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui, mais du coup, je l'ai descendu. J'ai préféré reprendre son compère, toujours de Tennessee, et qui s'appelle Colton Hood, en troisième, voilà, qui a fait un bon step-up après que Michael soit parti. Donc, on a vu pas mal de choses. Et puis, du coup, en quatrième, j'ai mis Chris Johnson de San Diego State, voilà, qui a fait voilà, une carrière universitaire assez costaud, qui a montré de belles choses, qui court vite, qui a une belle lecture de jeu, voilà, c'est pas forcément très attendu. J'ai hésité avec Brandon Cissé de South Carolina, mais je me suis dit que comme Rosu allait le mettre, il fallait pas que je lui fasse plaisir. Comme toutes les fois, il m'a contrarié. Donc voilà. Évidemment. Tu t'es dit, je vais aller prendre un mec qui joue contre des Chavreaux. Comme ça, Exactement. comme ça, il a l'air bon. Comme ça, hop, ça voilà, c'est ma prise de risque sur les corners. Écoutez, je pense qu'on est d'accord sur les deux premiers déjà, parce que j'ai également mis Delane numéro 1. Je pense que c'est le meilleur cornerback de cette QV. Pour lui, cette saison, il a 28 plaquages solo pour 2 interceptions et 11 passes défendues. C'est des stats très correctes. En numéro 2, j'ai également mis Avion Terrell, qui finit à 30 plaquages solo pour 0 interception, mais 9 passes défendues. Là où il y a une petite différence, moi, c'est au niveau de. Alors, j'ai mis McCoy en numéro 4. Pour les mêmes raisons que vous avez évoquées, c'est malheureusement à cause de sa blessure. Pour moi, il a un peu chuté, même s'il avait fait une très belle saison 2024. Il chute, il est quatrième quand même. Donc ça, C'est je suis pas relatif, trop fou. effectivement. Voilà. Et en numéro 3, par contre, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé cette saison et j'avais envie de le placer là, c'est D'Angelo Pond, le cornerback d'Indiana. Que j'ai bien apprécié. Son profil, malheureusement, il est un peu petit. On sait que ces genres de corner, c'est pas trop pas les moins recherchés, mais il fait quand même une saison très intéressante avec 43 plaquages solo. C'est énorme quand même pour un cornerback. Pour 2 interceptions et 10 passes défendues. Donc voilà, c'est mon numéro 3. Et sinon, les autres, du coup, j'ai cité, pardon, donc Brandon Cissé, lui, c'est 19 plaquages solo, une interception et 5 passes défendues. Et Colton Hood, lui, qui a 34 plaquages solo, une interception et 8 passes défendues. Donc je pense qu'on est d'accord sur les deux premiers. On peut peut-être mettre aussi Michael, du coup, troisième. Vous l'avez mis troisième, vous, il me semble. Moi, je peux le remonter. Et ensuite, voilà. Donc pour la quatrième place, il y a 3 mecs différents qu'on a mis. Donc avec Pond, Ouais, Cissé. pour le coup, autant Chris Johnson, San Diego State, pour moi, c'est discriminatoire. Mais Non, mais on peut par mettre contre, Brandon Cissé, c'est le seul, non, c'est le non, seul non, 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 mais par contre, DeAngelo Pons, moi aussi, j'ai grave kiffé. Franchement, Franchement, il m'a. super petit joueur. Ouais. Franchement, si t'es une équipe qui récupère au deuxième tour, les Saints, pour ne pas les nommer, je Donc, prends tous seul au les fait. jours. Et Ah bah, J'ai peur justement que sa petite taille joue en sa défaveur parce que les scouts NFL, on les connaît, ils sont très ouais, accros à ces statistiques physiques de longueur de bras, de doigts, des fois bah, de je main. pense qu'il sera placé dans le slot, hein, dans tous les cas, vu son profil. franchement, en tout cas, Indiana, moi, j'ai trouvé vraiment super, quoi. Ouais, Puis, moi aussi. il a pas peur, etc. Énergique en dedans et des coronets, Tu vois, il y franchement. avait un joueur comme Tyrann Mathieu, par exemple, Mm. voilà, qui avait un peu les Même mêmes genres délire, ouais. de problèmes. Voilà, au final, ça n'a pas posé Mm. de soucis pour lui. Et une petite mention aussi pour Keontae Scott de Miami, Mm. qui lui, je ne l'ai pas mis parce qu'il était trop vieux. Mais pour le coup, j'ai bien aimé aussi sa saison. Donc, pareil, s'il tombe un peu bas, franchement, bien pour l'équipe qui le récupère. Mm. C'est clair. Et donc justement, au niveau des équipes à récupérer, donc il y a un peu moins d'équipes qui sont intéressées sur les corners. Effectivement, comme j'avais mis que trois choix, du coup, il y en a qui se décalent un peu, mais il y avait les Falcons, les Lions, du coup les Packers, les Dolphins, les Giants et les Eagles au niveau de ce poste de cornerback. Ah, les Donc Saints, ils ont personne. Ouais, mais les Saints, On repère une équipe. ils ont d'autres besoins plus importants que cornerback. Ouais, pas sûr. Si tu te fais allumer, si tu te fais allumer tout le match par des longues passes, bon. Ils ont rien recruté cette année Bah, en. en plus, ils ont perdu le Taylor, là, qui était pas mal, que j'aimais bien. Euh, donc, dur. Mais écoute, j'espère pour toi qu'ils iront chercher.
Un petit corner. Bah, pour toi, c'est quoi leur besoin primaire? Tu voudrais quoi? C'est un petit aparté, mais juste. Ouais, je pense qu'il faut quelqu'un sur la ligne défensive surtout. Ouais, Corner, receveur. Voilà. ouais, bah, c'est ce qui était mis. Du coup, c'était pas corner, c'était quoi? Ah ouais, c'était O-line. T'avais pas aimé O-line. Non, bah Hollande, je pense que pour le coup, c'est pas trop mal. Ouais. Running back aussi. Alvin Running Kamara, il back, est là encore, non? ils ont pris Travis Etienne. Ah ouais. Free agency. Donc, Ouais, il est donc censé faire le ils taf. sont bons. Ouais, Censé. c'est Chen, c'est un bon quand même. Ouais. Puis c'est un C'est mec pas de Louisiane en top du plus. top, mais ouais. Malgré qu'il soit allé à Clemson, c'est Mm. un mec du cru. C'est vrai qu'ils avaient suivi, avec Lawrence, ils ont joué ensemble à l'université, ils se sont retrouvés chez les Jaguars ensemble. C'est la première fois qu'ils vont se quitter, les deux. Très bien. Bon, donc du coup, on va passer directement au poste de safety. Donc vas-y, Rosu, tu peux annoncer ton top 4. Je pense qu'il y aura quelques petites discussions là-dessus. Top 4. Quelques petites discussions. Je pense que sur les deux premiers, ça va être à peu près Ouais. équivalent. Caleb Downs de Ohio State en 1, large 1. Deuxième, Dylan Tineman d'Oregon, qui était à Minnesota avant. Je pense prouver qu'il faisait partie des meilleurs en s'imposant à Oregon. Troisième, j'ai mis Edgy Olsey de LSU. Ouais. Et quatrième, j'ai mis Jalen Kilgore de South Carolina. Évidemment. Ça c'est clairement subjectif. Hein. C'est pas trop subjectif parce que bon. il est underclass aussi, il aurait pu rester. Oui. Pour moi, il y en a un meilleur que lui. Mais... Et puis, c'est un peu comme Nick Emmanoury l'année dernière, qui avait été un petit peu... bousculé. tout le monde se moquait un petit peu de ma take sur Nick Emmanoury. Mais je pense qu'il a prouvé, en soulevant le Lombardi Trophy, qu'il n'y était pas pour rien. Voilà. Très bien. Même type de gars, super costaud, super physique. Intelligent, en plus il a joué nickel pas mal, Jalen Kilgore aussi, donc versatile, super physique, je pense que c'est pas un mauvais choix, l'équipe qu'il prendra, je pense qu'ils sont pas mal. Peut-être, ouais. Donc du coup Bertrand, vas-y, on va essayer de nous dévoiler ton top 4. Eh ben sur le premier, on est bon. Enfin, c'est la même chose que Rosu, hein, Caleb Downs d'Ohio State. Hein, c'est la sécurité, c'est l'agence tout risque. Il a montré, il sait tout faire, il est versatile. Enfin, bref, je pense qu'il manquerait plus qu'il sache faire un bon café et puis il pourrait être dans n'importe quelle équipe NFL. Moi, j'ai mis AJ aussi en second de LSU, voilà, parce que j'ai préféré, je sais pas pourquoi, mais voilà, peut-être parce que c'est peut-être pas forcément très objectif, parce que je porte pas forcément, je porte pas Oregon dans mon cœur non plus, donc voilà, c'est peut-être ça joue. C'est peut-être ça. Je l'ai quand même mis en troisième, hein, le safety d'Aylan Tienman, donc de Oregon, je l'ai quand même mis en troisième parce que bon, il est bon, il n'y a pas, voilà, il y a pas photo, mais voilà, j'ai préféré dans le comportement peut-être, je sais pas, voilà. Un feeling un peu meilleur avec Edgy aussi. Et en quatrième, mais voilà, on va être un peu chauvin. J'ai mis Michael Taffy de Texas. C'est ça qu'on veut. Voilà. Mais parce que je l'ai vu grandir, pour la peine, réellement grandir. Ouais. Et je l'ai vu aussi, enfin, je pense que c'est un franchise player dans le sens où il saura se sacrifier pour une équipe. Il me fait penser, alors c'est pareil, c'est pas très objectif, mais il me fait penser à Harrison Smith des Vikings, par exemple, hein, dans la carrière, dans la vision de jeu, dans l'intensité, c'est intelligence de jeu aussi, franchement. Dans l'intelligence de jeu, voilà, dans la manière de diriger la défense derrière, de lire les attaques, il est quand même hyper intelligent. Footballistiquement parlant, je ne me permettrai pas de parler d'autre chose parce que je ne les connais pas plus que ça. Mais voilà, c'est une valeur sûre alors, je ne pense pas qu'il parte très très haut à la draft, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que du coup, ça pourrait être une belle prise pour n'importe quelle équipe qui arrive à le choper assez bas. Parce que potentiellement, voilà, il ne devrait pas quand même partir dans les 2-3 premiers tours, hein, qu'on soit bien d'accord, même un peu plus loin que ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un franchise player. Je le vois, voilà, se positionner vraiment comme un franchise player et de sacrifier pour l'équipe pour laquelle il sera drafté.
Eh ben, écoute, on est à peu près d'accord sur ça. J'ai les 4 mêmes que toi. Juste le top 3, c'est le même que Rosu. Donc j'ai mis Caleb Downs en numéro un, qui est le numéro un logique, qui risque de finir d'être drafté très très haut dans cette draft. Il a fait 45 plaquages pour 2 interceptions et une passe défendue cette saison. En numéro 2, j'ai également mis du coup Dylan Tillman d'Oregon avec 44 plaquages, 2 interceptions et 5 passes défendues. En numéro 3, du coup, j'ai également mis Edge Olsi de LSU. 49 plaquages solo, 3 interceptions et 4 passes déviées. Et du coup, comme toi Bertrand, numéro 4, j'ai mis notre bon vieux Michael national qui est d'Austin en plus. Ah oui, il est du cru. C'est vraiment, oui, lui c'est le vrai, avec donc du coup 38 plaquages solo cette saison, 2 interceptions et une passe défendue. Après, effectivement, c'est quand même plus facile de mettre en avant des joueurs qu'on a regardés et suivis toute la saison, avec l'importance qu'ils ont eu dans certains matchs. Je pense surtout quand il était blessé, on a vu aussi la différence quand il a loupé quelques matchs. Mais donc, du coup, voilà, je pense qu'on est à peu près d'accord sur notre top 3. Et bon, le quatrième, et du coup, comme on est deux d'accord sur un joueur, on va mettre lui en numéro 4. Et on mettra le petit Kilgore en numéro 5. C'est très bien. C'est déjà très bien qu'il soit là. Je pense cinquième. Il y en a très peu qui le voient cinquième, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Rosu? Je pense qu'on verra faire les comptes à l'arrivée. On va encore parler d'économie et de Paris, ça va encore partir. Ouais, on peut quand même mentionner aussi de TCU Bud Clark et de l'autre USC, Kamari Ramsey, qui m'ont bien plu en tant que joueur, que j'ai pu voir un peu et qui m'ont bien plu. Et aussi, un mec que j'ai vu tout en haut des mocks, pour le coup, il est de Toledo, donc pour moi, c'est non. Emmanuel McNeil-Warren. Lui, il a dû faire un combine de dingue, je pense. Mais bon, voilà. Exactement. On le mentionnera quand même, pour être exhaustif. Mais justement, pour compléter du coup ces 2 vidéos qu'on vous a mis en place sur les top 4 des prospects, ce sera intéressant du coup de faire une vidéo mock draft peut-être par la suite pour justement pouvoir voir un peu où on place et la vision qu'on a chacun, même si on se rapproche un peu, qui peut être différente. Et pourquoi pas de faire aussi une vidéo derrière pour après la draft, pour voir du coup pour faire les comptes, ressenti et faire les comptes et voir si on était un petit peu dedans ou si jamais on était totalement en travers. En sachant qu'après, voilà, malheureusement, c'est subjectif parce qu'en fonction du mec t'as quelqu'un dans le viseur, on peut avoir la même personne dans le viseur que le management, mais il suffit que celui d'avant il est pris, du coup, il a changé de stratégie et ainsi de suite. Mais ce sera intéressant quand même de voir un peu si on est bon à ce niveau-là. Ouais, puis là, on a choisi de faire quand même les positions, parce que c'est vrai qu'il y a des positions dans la draft qui sont quand même moins prisées que d'autres. Donc voilà, par exemple, running back, je pense que premier tour, il n'y en aura pas 50. Safety, pareil. Donc c'était bien de pouvoir caler un petit Michael Taffy pour vous faire plaisir, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un joueur que j'ai bien kiffé, en tout cas au college football. Il avait un bon style et une bonne âme de college football player, en tout cas, c'est Michael Taffy. La plupart du temps, on parle souvent les mock drafts, c'est les mecs du premier round, donc c'est quand même assez rare de pouvoir parler de ce genre de joueurs. Mais c'était justement pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus complet et de voir un peu plus loin, parce que la plupart des gens se focus sur le premier round, évidemment. Mais dans une équipe, ça peut être le mec qui choisit en 5 ou en 6, qui peut changer ta défense ou ton attaque ou de faire une saison impressionnante. Je rappelle comme ça, comme les gens ont l'habitude de le citer, mais Tom Brady il a été choisi au 7e tour, quoi. Bon, on a vu ce qu'un 7e tour a apporté. Je sais pas que cette année-là. L'exception qui confirme la règle quand même. J'ai dire, ça n'arrive quand même pas tous les ans. Voilà. Brock Purdy, dernier, il fait franchise QB quand même. Il y a des mecs qui ont été choisis premier et qui n'ont pas fait la carrière qu'ils peuvent faire derrière. D'ailleurs, les Saints viennent de signer Zach Wilson. Regarde, voilà. Bon exemple. Là. Non, mais après, c'est vrai que c'est toujours difficile
de savoir s'ils vont réussir à marquer le pas en NFL, parce qu'il y a plein de choses qui changent, l'environnement, les cahiers de jeu, les styles de défense, le coaching staff qui change, tout ça, ce sont des éléments que nous, on ne maîtrise pas, parce que voilà, on ne fait pas partie d'équipe NFL. Et puis, il y a aussi ce côté, à la fac, les joueurs sont quand même très encadrés, il y a tout un staff, mais pas que le coaching staff, aussi au niveau de l'école, au niveau de tout ça. Donc, et puis parfois, certains arrivent en NFL avec un peu... ils sont tout seuls, ils sont vachement moins encadrés. Il y en a une paire qui font un peu n'importe quoi quand même, mais dont les carrières sont assez écourtées par des problèmes en dehors du terrain, on va dire. Ça arrive quand même assez régulièrement, et c'est des choses qu'on ne maîtrise pas du tout, même si les équipes NFL, dans les processus pré-draft, font des interviews et essayent un peu de voir les personnalités de chacun. Il y en a certains qui, dès qu'ils ont un peu trop d'argent, ou plus d'argent en tout cas, vrillent assez rapidement et font un peu n'importe quoi. Mais comme dans tous les sports. Justement, sur ce plan-là, dans un sens, ça tend un peu à disparaître parce que notamment, par exemple, les quarterbacks, il y a beaucoup qui vont avoir été payés mieux au collège qu'en NFL. Maintenant, oui. Et c'est pareil aussi c'est vrai que je suis un peu discriminant par rapport aux petites écoles, mais autant avant, je pouvais comprendre qu'il y a un mec qui se soit un peu révélé dans sa carrière universitaire, etc. Mais aujourd'hui, un mec qui finit, par exemple, à Toledo, comme le gars, le safety, là, je trouve que c'est un peu bizarre, entre guillemets, qu'il soit resté aussi longtemps à Toledo et qu'il n'ait pas transféré dans un programme qui soit un peu plus costaud. quelque chose, oui. Donc, dans un sens, ça lui coûte encore plus cher de venir d'une petite école qu'avant, à cause du transfert portal. Et voilà, mais pour le pognon, c'est vrai que je pense que les montants aussi qu'on entend parfois, c'est pas toujours hyper réaliste, à part quelques exceptions qui touchent potentiellement plusieurs millions, mais à mon avis, ça reste des grosses exceptions. Je pense que la plupart, ça va pas non plus chercher midi à 14h. Et quand on voit, par exemple, un Brandon Cissé qui avait transféré à South Carolina et qui décide de pas prolonger, alors qu'il sera peut-être fin de premier tour, mais deuxième tour, on va dire, ça veut dire qu'il n'avait pas été payé 2 millions pour venir à South Carolina. C'est certain, oui. Non, c'est clair. Après, il y a un paramètre important aussi à prendre en compte. Je pense même que c'est peut-être le paramètre qu'ils mettent le plus en avant. C'est la plupart draftent quand même sur le potentiel. Le potentiel, c'est quand même quelque chose qui est totalement aléatoire. Ils vont préférer prendre un mec qui potentiellement est plus faible qu'un autre joueur, mais qui aurait plus de potentiel, on va dire. Et donc, du coup, pour eux, c'est plus un joueur d'avenir. Parfois, il y a ce côté-là aussi où, justement, ils vont moins drafter un mec qui a moins de potentiel, qui a peut-être déjà atteint son plafond. Peut-être un gars plus vieux qui a déjà atteint son plafond, ils vont plus aller sur un mec plus jeune qui a plus de potentiel, alors que là, c'est totalement la roulette russe, parce que rien ne dit que dans, justement, peut-être l'environnement qui va arriver, en fonction de l'équipe où il va être, avec les mecs avec qui il va être entouré, avec le coaching staff qu'il va avoir, peut-être que le mec, en fait, son potentiel, il ne va jamais l'atteindre. C'est ça aussi. Non, mais typiquement, par exemple, sur la stat Rennes, un peu, qui est le 40 yards, il y a des mecs qui ont fait leur carrière pour le 40 yards du combine, alors que, bon, ils n'étaient pas si exceptionnels que ça. Mais c'est vrai que si par contre, tu es un receveur ou un corner et que ton 40, il est mauvais, en fait, tu vas te faire cramer à chaque fois parce que tous les autres coachs en face, ils vont le savoir. Donc, ils vont te target en plus. Donc, je pense qu'il y a des minimums physiques, malheureusement, qu'il faut atteindre. Tu peux être aussi intelligent que tu veux, etc. Et peut-être ce qui coûte un peu à notre ami Michael Taffy, justement. Il doit y avoir des minimums qui font que si tu n'atteins pas ce minimum-là, de toute façon, tu vas te faire bouffer. Parce que justement, en NFL, il n'y a que des mecs qui ont ces caractéristiques physiques-là. Donc, t'as beau être un super corner et courir super bien, si le mec il te met 10 mètres dans la vue à chaque fois, t'auras beau être intelligent, ça te sauvera pas, quoi. Alors, c'est aussi que le jeu a évolué. Ta fille, pour la peine, là où son souci physique, on va dire, c'est pas forcément la vitesse, parce qu'il court le 40 yards en 4,50, ce qui est dans la moyenne assez haute. Mais ça va être, parce que je suis sur le site qui récapitule les trucs physiques, là, c'est la longueur de ses bras, voilà, qui pêche. Bon, c'est sûr que pour aller chercher un ballon en l'air, je suis d'accord, c'est un peu compliqué. La longueur de ses mains, voilà.
la longueur de ses mains, voilà, qui le mesure, et puis son poids, voilà, où il est parti, il fait partie des 15% les plus légers, entre guillemets, Ouais, il va prendre des 10 safety. kilos de muscle en arrivant en NFL, ça, c'est pas un problème, ça. Ouais, il Oui, aurait pu les prendre à Texas, quoi. voilà. Ouais, aussi, Après, ouais. le problème de prendre 10 kilos de muscle trop vite, c'est qu'il faut Ouais, aussi tellement réadapter rapide, son ouais. corps, sa vitesse. C'est Mm. pas non Ouais. plus, voilà. Il faut réadapter son style de jeu. Donc, c'est vrai que c'est, voilà, moi, ça me fait toujours rire de classer les joueurs en fonction de leur longueur de leurs bras ou de la longueur de leurs mains, même si effectivement ça peut jouer quelque part, mais c'est Bah, ça en dépend termes sur de un vitesse, O-line de peut-être, poids, voilà. mais Bon, on verra bien. Ouais, puis aussi, justement, on parlait de l'époque du transfert portable, mais aussi l'époque des red shirts et des années en plus, etc., comme on a tendance à voir, avec des mecs qui ont des années style Diego Pavia, par exemple, c'est ou, Trinidad euh, Chambly qui veut ou faire une Trinidad 8e année. Chambly, ouais, voilà. Donc, bah, voilà, quand t'as un mec qui a, par exemple, qui est on disait des mecs de Georgia sur la ligne, là, qui étaient jeunes, qui ont 20 ans, qui se présentent à la draft, quand on voit qu'en NCAA, il y a des mecs qui ont 24, 25 ans, c'est évidemment que tu peux faire le malin quand tu as 24 ans contre des mecs de 20 ans. Donc c'est pour ça qu'un mec qui se présente en ayant joué, par exemple, 6 ans en NCAA, bon, pour le coup, c'est pas à son crédit non plus, quoi. Donc peut-être qu'il est bon, mais voilà, un mec qui a réussi à être titulaire et dominant à 20 ans, je trouve que même s'il est un peu moins bon à l'instant T, C'est il y un a plus quand même, d'impact quand même. il y a quand même une marge de progression, Mm. comme disait Flo. Certains appelleront ça le potentiel, mais bon, pour moi, voilà, entre un mec qui a 20 ans et un mec qui a 24 ans, si le mec qui a 24 ans, il est pas 10 fois meilleur, je prends le mec qui a 20 ans tous les jours, quoi. Ah bah clairement, Ouais, c'est on est logique, bien parce que d'accord. la logique fait que, logiquement, il devrait dépasser ce mec, s'il n'y a pas une énorme différence. Ouais. Mais moi, en fait, il y a le paramètre qui joue beaucoup, et je pense que ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Alors, il y a ce côté-là, justement, potentiel, très jeune, qui va pouvoir se développer, et en fait, c'est que ça, on joue l'auto, on parie sur ce mec, et peut-être que ça devient une superstar. Mais il y a le côté aussi, là où tu vas atterrir. Un mec qui va atterrir Ouais, dans une ouais. franchise qui est bien structurée, qui a un bon coaching staff, qui va savoir comment le coacher, comment utiliser ses forces, comment travailler ses faiblesses, bah, tout de suite, ça fait une différence. Ça, malheureusement, c'est des. En fait, t'as des mecs, leur carrière, parfois, elle est gâchée parce qu'ils sont pas tombés dans la bonne équipe. Hmm. Je prends des exemples basiques, je sais pas, genre Justin Fields, on en parlait comme futur grand QB, etc. Ben, malheureusement, au Bears, j'ai rien fait derrière. Il est parti aux Jets, il a fait les Steelers, il a fait 50 000 équipes et ils n'ont jamais réussi à développer son potentiel qu'il y avait là, le nouveau Ouais, toué. ouais, t'es drafté par les Jets, de toute façon, t'es un peu mort, hein. Comme les Malheureusement. Browns, hein. Enfin, il y a 2-3 équipes Ouais, comme ça voilà, qu'il faut éviter à tout prix, hein. Puis c'est clair. c'est aussi la difficulté, notamment pour les quarterbacks, c'est que quand tu es drafté haut, c'est que tu es dans des bonnes équipes avec une O-line souvent qui suit et compagnie. Tu arrives dans une équipe comme les Jets ou Ouais, les Browns où l'O-line, j'ai connu des gruyères suisses où il y a moins de trous. Donc, tu es obligé de courir dans tous les sens. Tu te prends des mecs de 140 kilos qui arrivent lancés, qui n'ont qu'une idée, c'est de te démonter la tronche pour te montrer qu'ici, c'est la NFL. Tu prends des coups à tir-larigot. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué psychologiquement et physiquement, c'est compliqué. Ouais, non, mais tomber sur dans la bonne équipe, C'est ça ça. change tout, hein, potentiellement. C'est ça. ouais, tout à fait d'accord. En tout cas, merci à vous. C'était très complet encore une nouvelle fois. Après, du coup, l'attaque, vous avez du coup montré un peu les tops de prospects en défense. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider en tout cas à voir un peu mieux au niveau de la draft qui arrive. Bon, vous savez tous un peu les besoins de votre équipe de cœur. Au moins là où vous aurez quelques prospects en tête au niveau des choix. Merci à vous de m'avoir accompagné. Et donc, du coup, on vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée selon quand vous écoutez ce podcast. Et à très bientôt. Merci. Salut à tous. Bye bye.